l'idée c'est de faire un colloque avec des universitaires, donc prendre du temps avec des personnes qui sont peut-être un peu plus expertes sur le sujet pour réfléchir sur les concepts d'apartheid, sur les concepts de boycott, etc. L'année dernière, on avait eu donc 2 cas de censure à l'ENS. Le premier, c'était en janvier, où une conférence avec Stéphane Hessel, Elisabeth Guigou, Nourit Pellet, Leila Chahid et d'autres invités avait été annulée au dernier moment, après qu'on ait eu l'accord préalable. Alors, donc nous, on a été en gros la dernière université à avoir essuyé un refus catégorique pour que se tienne une conférence autour de la Palestine. La deuxième conférence qui a été annulée, c'était 3 événements en fait qui devaient avoir lieu pendant la Israeli Apartheid Week, dont une conférence avec M. Barghouti et aussi une conférence avec des étudiants palestiniens et palestiniennes et des étudiantes et étudiants israéliens et israéliennes. On a constitué quand même les dossiers pour organiser ce colloque. Voilà, c'était quelque chose qui s'est fait de manière très officielle. L'université nous avait y compris soutenu à travers une subvention de 2500 €. Le programme était bouclé et, comme vous avez pu l'entendre, suite à des pressions extérieures, donc en gros c'est le CRIF et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui sont les 2 succursales de l'État d'Israël en France. Suite à ces pressions-là, la présidence de l'université a décidé d'annuler le colloque qu'elle avait préalablement autorisé. Donc, cette année rebelote, on a redemandé une réservation de salle pour la conférence d'aujourd'hui en fait, avec les mêmes intervenants. Et donc, encore une fois, la réservation a été rejetée avec les mêmes arguments, c'est-à-dire absence de débat contradictoire et problème de sécurité. Pour la plupart des adhérents de la GUPS, nous sommes des Palestiniens qui venons de Palestine ou des camps de réfugiés autour de la Palestine. Et bien sûr, en arrivant en France, on a tous l'idée d'un pays de lumière, de droits de l'homme, où l'éducation est une valeur chère et sauvegardée. En tant qu'ancien président d'université, je voudrais élever une protestation solennelle contre la censure de tous les débats sur la Palestine dans les universités françaises. Donc on voulait avoir ce débat et on va l'avoir. La liberté d'expression est un droit fondamental de la démocratie. Ça veut dire que vous laissez les gens parler, même si ça ne vous plaît pas, même si c'est une opinion minoritaire, mais il prend ses responsabilités. Si dans son discours il appelle à la haine raciale, eh bien il sera attaqué, il passera au jugement pour avoir appelé à la haine raciale. Mais vous n'avez pas le droit de l'empêcher de parler parce que vous dites « Ah, tu vas pas », etc. Donc c'est un droit fondamental. En fait, pourquoi est-ce qu'on estime qu'on n'a pas à débattre en fait avec les personnes qui défendraient l'État d'Israël et sa politique? Déjà parce qu'on estime que ces personnes-là sont partout, dans tous les médias dominants, dans toute la classe politique, que leurs arguments, on les connaît parce qu'on les entend à longueur de journée. Et ensuite, parce que, en fait, on considère que sur des problèmes comme celui-là, en fait, les points de vue ne se valent pas, en fait. Et donc on ne peut pas organiser un débat contradictoire égal. This neutrality wants us to ignore that Israel wants to construct a political society of exclusivity and the total alienation and annihilation of Palestinians, ignoring the factor of the refusal of the right of return and the evident history of colonial dispossession. Je suis allé en Palestine en 1992, j'étais président d'université parce que tout le système éducatif palestinien, depuis la maternelle jusqu'à l'université, avait été fermé pendant 4 ans. Les écoles maternelles, les écoles... Et quand je dis fermé, ça veut dire les portes soudées. Les cours avaient lieu dans des appartements privés. Ça avait lieu pendant 4 ans. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il y a toujours ce régime de répression qui est très discret, mais c'est tout un système. Moi qui vous parle, j'ai vu l'université de Birzeit fermée par 3 soldats. Comment on fait? Il y a une route d'accès à l'université, une seule. Vous mettez un checkpoint, une jeep arrive avec 3 soldats et elle commence à contrôler les gens. Contrôler, ça veut dire 5 minutes sur chaque voiture, on fouille les gens, on ouvre le coffre, etc. Au bout d'1 heure, il y a 50 voitures d'un côté, 50 voitures de l'autre. Tous les cours sont foutus, hein. Le prof arrive, il arrive 1 heure en retard, il y a aussi une journée de travail foutue, personne n'en parle. En Palestine, ça se traduit par les checkpoints.
Ça se traduit par les couvre-feux, les incursions dans les écoles, dans les universités, les fermetures abusives parce qu'il y a des incursions dans la ville. Les étudiants palestiniens où qu'ils se trouvent sont soumis à la pression de l'occupation. La situation est profondément asymétrique, c'est une situation de domination écrasante du peuple palestinien par l'armée israélienne. C'est un contexte d'occupation et c'est un contexte d'apartheid et on se battra pour avoir le droit de le dire. Je vous signale qu'en France, on a des autorités de tutelle. Nous avons entendu tout à l'heure que le ministre de l'Enseignement supérieur avait demandé l'interdiction au Conseil d'État. Et l'autonomie des universités, c'est très bien quand il s'agit de les faire payer, mais quand il s'agit de les laisser réfléchir, c'est une autre affaire. Avec la réorganisation universitaire qui a lieu en ce moment, le fait qu'il y ait une mise en concurrence des universités, on se demande comment, en gros, on va pouvoir considérer que l'université est aussi un espace politique, un espace militant, où peut s'épanouir une parole politique. On a reçu énormément de soutien de toute la communauté scientifique, énormément de chercheurs qui ont fait des lettres, qui ont fait des motions pour dénoncer cette censure à l'université, pour dénoncer cette attaque contre l'indépendance de l'université, contre la liberté d'expression, contre la liberté de réunion. Donc c'est plusieurs départements de la fac qui ont pris cette position. C'est l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives de l'université qui ont fait de même. C'est plus de 500 universitaires français et internationaux, pareil, qui ont fait cette démarche d'écrire une lettre au président pour dénoncer cette censure. Ces sanctions qui sont légales, que le gouvernement, qui sont disponibles, que nos gouvernements ne veulent pas appliquer, eh bien, ce qui reste aux simples citoyens, c'est de les appliquer lui-même, et c'est ce qu'on appelle le boycott académique et culturel. No, through BDS, we call on ourselves. We call on something bigger, stronger, inevitable. We call on the power of the people. Amandla ngawethu, as we would say in isiZulu in South Africa. Attention, c'est un boycott des institutions et non des personnes. On n'est pas là en train de juger X ou Y, bon, sauf carré pour savoir ce que pense M. X, ce que pense M. Y, les relations avec les collègues israéliens qui continuent à être invités, etc. Mais ces projets de coopération, ces universités qui servent à fabriquer des armes, ces universités qui collaborent avec l'occupation, eh bien, il faut arrêter ça. Et nous disons, nous ne participerons pas à ces projets que d'ailleurs nos gouvernements auraient dû interdire depuis longtemps. And BDS says to people, reclaim your political systems, educational systems, as they are being used against freedom, justice, and equality. It says, hold your governments accountable. Reclaim your educational institutions. They don't belong to presidents. They belong to people with money. They belong to you. So BDS gives us an opportunity to reclaim these institutions in the name of freedom, justice, and equality. Et je rappelle maintenant la pratique et le rôle de ce boycott scientifique, académique et culturel, c'est d'une part d'interrompre, d'arrêter ce financement européen qui est finalement un financement de l'occupation, et d'autre part de maintenir ouvert un débat que les gens ont souhaité fermer. Et l'idée, c'est que sur le long terme, nous, on continue à développer le collectif Palestine de Paris, on continue à avoir des débats sur la question et surtout, on continue à participer à toutes les actions concrètes parce que l'idée à travers ce colloque, c'est de réfléchir sur des thématiques, réfléchir sur des questions, mais ces questions-là, elles doivent nous servir avant tout pour l'action, elles doivent servir avant tout pour agir au quotidien. Et donc, donc ça, c'est notre objectif. Et donc, on espère qu'avec le succès de ce colloque et tous les soutiens qu'on a eus et avec toutes les personnes qu'on a pu croiser qui ont pu nous témoigner notre soutien, de créer tous ensemble un mouvement le plus massif possible de solidarité avec la Palestine. Et donc, je lance un peu un appel maintenant pour, j'en profite, pour justement essayer de travailler collectivement autour de ce qui se passe à l'heure actuelle et de comment on va pouvoir avoir un espace d'expression dans un contexte universitaire actuellement. Avec le collectif Palestine NES, on aimerait bien favoriser l'émergence de nombreux collectifs dans toutes les facs de France, se coordonner déjà avec le HLCS et Paris 8 pour faire des actions coordonnées. On pense qu'il faut vraiment créer un mouvement de masse, un peu comme ça s'était fait en Angleterre pour le boycott de l'Afrique du Sud. Et bien on l'a fait, on n'a pas pu le faire à l'université, mais on l'a fait ici, et c'est très bien.
entre parenthèses, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose que dans la Israeli Apartheid Week, la semaine contre l'apartheid israélien, que des dizaines et maintenant plus de 100 universités à travers le monde ont des collectivités et des communautés d'étudiants qui souhaitent avoir ce débat, qui organisent ces débats. Et il y a, à ma connaissance, qu'en France, qu'on n'arrive pas à le faire. You are the people who should not be pushed out of your own institutions of higher learning. We should have been there tonight, occupying and having this lesson as a claim in the name of freedom, justice and equality, and as a claiming back of our own university. Il y a une campagne BDS France qui essaye de coordonner un peu toutes les initiatives qui se font. Donc il y a un site web, campagne BDS, bdsfrance.org. Il y a une adresse email, campagne bdsfrance@yahoo.fr. Il y a l'adresse email que vous avez utilisée aujourd'hui pour vous inscrire à ce colloque. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez rejoindre cette campagne, être tenu au courant des initiatives qu'on va prendre, ou vous-même suggérer des initiatives. Tout ça, c'est collectif. Il n'y a pas un groupe qui impose aux autres. Vous êtes, au contraire, on a besoin d'étudiants, de professeurs dans toutes les universités. On est un tout petit groupe. Toutes les universités ne sont pas représentées dans BDS France. Et même les universités où on est représenté, c'est souvent 2-3 personnes. Donc plus on est de monde, et mieux c'est. Donc n'hésitez pas, si vous voulez consacrer un peu de temps à ça, à nous envoyer un mail et à vous remettre dans la boucle. La GUPS, représentant la voix des étudiants palestiniens, a besoin de l'aide de tous pour se faire entendre. Est-ce que nous devrons laisser notre histoire tue et tuée, ou racontée par la voix d'autres personnes, c'est-à-dire ceux qui nous occupent? Ou est-ce qu'on nous laissera enfin la possibilité de nous exprimer? Aujourd'hui, c'est une question qu'on pose à vous tous, et je pense qu'à nous tous, nous devons être notre voix, celle des Palestiniens, pour pouvoir dire ce qui se passe chez nous.